Donc, bienvenue. Je m'appelle Marion Lamarque, je suis votre hôte ce midi avec Fausto Esparza qui est avec nous. Nous organisons Color de Life et Cactus ensemble cette saga de webinars. Donc, ce live est enregistré, vous pourrez le voir, le partager. Très bientôt, il sera disponible sur la chaîne YouTube de Cactus. Fausto? Bonjour. Effectivement, il s'agit de vous faire découvrir ou d'approfondir sur des sujets précis grâce à l'expérience de nos intervenants et d'entrer en contact avec tous nos invités, créer des liens. Vous le savez peut-être, nous investissons dans trois domaines principaux, l'environnement, le social et la santé. Donc, pour cette découverte, cette invitation à la création de liens, nous développons une série de lives de chacun de ces trois domaines. Aujourd'hui, nous poursuivons la saga sur la thématique de la santé et de la couleur. Nous espérons que vous prenez autant de plaisir à participer à ce live comme nous avons eu à les préparer. Marion. Merci Fausto. Donc, pour vous présenter l'ordre du jour, on va avoir un premier temps d'échange en fait, avec Fausto qui est fondateur de Cactus, puis deux interventions donc, d'une quinzaine de minutes d'Isabelle Rodier, de Florence Aviat, Élodie Gobin et Claire Leloy. Et puis, on aura un temps de questions-réponses après ces interventions. Donc, pour faciliter ces questions-réponses, si vous regardez en bas de votre écran, vous avez donc une icône Q&R. Il vous suffit donc de poser les questions dans cet outil-là et on demandera à nos intervenantes donc, de répondre à vos questions à l'issue des interventions. Fausto, je vais te laisser présenter la communauté Cactus. Merci Marion. J'arrive une seconde. Vous voyez mon écran? Oui. Très bien. C'est avec grand plaisir en fait que je vous présente la communauté. Donc, avec Pierre Colli, le cofondateur de cette communauté, nous avons réuni des slashers et des auto-entrepreneurs en poste dans des différentes grandes entreprises. Donc, la communauté Cactus investit pleinement pour des projets générateurs d'impact positif. Les membres de Cactus investissent dans trois domaines principaux, la protection de l'environnement, l'amélioration de la santé et l'inclusion. Je suis par exemple experte sur l'éco-design accessible et la frugalité en entreprise et je partage mon expertise au service d'autres entreprises et de notre réseau Cactus. Mais Marion Lamarque, membre de Cactus, va vous partager son expertise et ses projets. Oui, merci Fausto. Effectivement, donc je suis membre de Cactus et j'utilise la couleur finalement pour accompagner les organisations à 360 degrés, c'est-à-dire depuis la création de l'identité de marque, le design de l'offre, mais aussi jusqu'à la production et à la commercialisation. Vous comprenez, la couleur, c'est ma passion, donc j'ai fondé Color de Life. Et Color de Life, c'est un réseau d'experts, de passionnés et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Et donc, en 2021, j'ai choisi de concentrer l'action du réseau sur le domaine de la santé. Et Marion, pourquoi ce choix de la saga sur la santé? Alors déjà, avec le réseau Color de Life et l'expertise de Cactus, on a construit cette saga sur la couleur et son impact dans la santé parce qu'on souhaitait finalement que l'ensemble des entreprises, des organisations, des institutions et même des industriels du secteur découvrent finalement comment utiliser la couleur déjà pour améliorer l'accueil des patients, des résidents et des éventuels visiteurs, mais aussi pour améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs et enfin pour améliorer les performances de leurs offres. Du coup, avant de démarrer, donc je vous rappelle pour poser vos questions, vous avez l'icône Q&R de Zoom qui est disponible au bas de votre écran. Impact, qui est mené par Florence Aviat et Claire Leloy et qui est accompagnée dans son volet couleur par la designer Élodie Gobin. Ensemble, elles étudient comment le bois et ses variations possibles agissent sur notre bien-être. Donc, bienvenue mesdames, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous faire l'introduction du projet. Alors, je vais d'abord commencer par vous partager mon écran.
Merci Marion pour cette introduction. Avant de commencer, je voudrais profiter de quelques secondes pour adresser quelques remerciements. D'abord, un grand merci à Marion pour ton invitation et ta confiance. Et puis, pour l'organisation de ce cycle de webinaires, c'est vrai que la couleur, on en parle, à mon sens, pas assez, notamment dans le domaine de la santé. Donc, je trouve que c'est un sujet important. Et puis, je te remercie aussi de l'énergie que tu dépenses pour promouvoir notre métier de designer couleur. Et puis, un immense merci à Florence et à Claire de m'associer à cette étude et de présenter l'objet de leurs travaux aujourd'hui. Donc, le projet Impact, en fait, c'est l'histoire de rencontres, comme souvent dans des projets. D'abord, celle de Florence Avia, Florence Avia, qui est docteure en biologie et experte des sujets bois et santé, et de Claire Leloy, qui est fondatrice de la société Middle, qui est une société de conseil pour le développement de solutions bois et biosourcées dans la ville durable. Et ensemble, elles ont mis sur pied le projet qui s'appelle Impact, qui est un projet ambitieux, prospectif, de recherche et développement à destination de la filière bois. Et il y a un an, j'ai eu l'opportunité d'engager le dialogue avec elles en questionnant le sujet de la couleur. Donc, pour que vous compreniez bien la structure, en fait, depuis un an, le projet est porté et piloté par Claire et Florence. Et puis, à partir de 2021, le projet est rejoint par un comité d'experts de tous horizons, qui est notamment composé de la partie design couleur que j'incarne, et puis par des psychologues, des médecins, des architectes, des sociologues et bien d'autres. Pour lequel mon expertise de designer et designer couleur va être d'apporter la connaissance et les questionnements qui sont liés à cette matière bois dans l'environnement, dans le bâti. Merci Élodie. Merci à tous et merci pour ce rendez-vous et ces échanges. Je vais faire un tout petit pas de côté pour vous présenter succinctement, effectivement, rentrer dans le détail de ce qu'est ce projet Impact. Globalement, nous sommes partis du constat que la plupart d'entre nous a l'instinct, spontanément, du fait que le bois est bénéfique pour l'homme. On a entendu très souvent au cours de ce projet, et même moi pour le coup qui m'implique dans le sujet du bois depuis une quinzaine d'années, on a entendu beaucoup le bois, ça fait du bien. Et en fait, ce projet Impact est parti de ça, avec l'ambition de rassembler les preuves, d'objectiver cette sensation. Et du coup, de rassembler des preuves solides pour mieux comprendre ce qu'induit un environnement bois. Il s'agit effectivement de saisir, d'identifier les impacts, les effets de la matière bois sur l'être humain. Alors, comprendre les effets, donc ces effets sont physiques, psychiques, physiologiques, mais pour bien comprendre ces effets, il faut aussi en comprendre les causes. Et pour comprendre ces causes et ces effets, notre job était d'analyser l'ensemble des travaux, en fait, ce que l'on sait, toutes disciplines confondues, c'est-à-dire aussi bien les différentes disciplines scientifiques qu'également les acteurs de terrain, les faits, les études et les faits. Donc, ça embarque aussi bien des disciplines d'ingénierie que les neurosciences, la biologie, la microbiologie, l'immunologie, la bactériologie, mais aussi des points de vue d'architectes, d'usagers, bien sûr. Et c'est cet ensemble de connaissances que nous avons effectivement approché pour comprendre les résultats qui étaient émis par tous ces travaux, tous ces projets, toutes ces recherches. Donc en fait, ça fait une somme énorme de connaissances pour comprendre ces effets sur le confort, le bien-être et in fine la santé. Et en fait, cette dimension de confort que nous approchons d'une manière physique, avant tout physique, et cette notion de bien-être qui, elle, se définit davantage par une dimension psychosensorielle et psychique. En fait, ces deux éléments
vont permettre, en fait, vont constituer un équilibre qui est tout à fait, comment dire, essentiel à cette dimension de soin et donc permettre, comment dire, des fondations pour une santé, une meilleure santé. Donc la première pierre de cet édifice, c'est effectivement cette dimension, cette approche confort. C'est la première pierre de l'édifice du soin, c'est la première pierre pour obtenir un équilibre à la fois physique, psychique et physiologique, disons augmenté. Ce confort s'observe, se constate avec une approche physique. Et en fait, il n'y a pas un confort, mais des conforts. Et il se trouve que sur ce volet, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'effets physiques, non seulement réels, mais mesurables et mesurés. C'est-à-dire que l'on sait ce que le bois fait sur le corps humain. Sur ce volet, en fait, on a tout un tas de travaux, majoritairement d'ingénierie, où on voit en fait que la matière bois, l'anatomie même de la matière bois, mais même au-delà, on peut parler des matériaux naturels, globalement des biosourcés. Et notre sujet là, c'est le bois. Donc, l'anatomie du bois fait que ce bois est une matière chaude en fait assez proche dans sa température, de la température corporelle normale de l'être humain. Et du coup, elle offre un confort thermique augmenté. Si vous voulez, on peut imaginer un dialogue de peau à peau, c'est-à-dire la peau du bâtiment qui dialogue avec la peau de l'être humain. Et effectivement, les sens du toucher et la thermoception sont flattés. Également, le confort d'ambiance au sens de taux d'humidité, par exemple, de l'ambiance intérieure est largement régulé par la matière bois. Le confort acoustique de même, le son du bois, le son qu'offre un environnement bois a quelque chose de très particulier qui est très régulièrement remonté en fait spontanément par les occupants quand on les interroge. Même sans qu'on leur pose la question du confort acoustique, ils en parlent spontanément. Enfin, et ce qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, c'est cette dimension visuelle et ce qu'on appelle communément le confort visuel, parce qu'en construction comme en aménagement, le bois est bien souvent choisi en premier lieu pour son aspect, sa texture, ses couleurs. Et ici, j'introduirais volontiers une notion de naturalité de la couleur qui est recherchée et qui va de pair, qui répond en fait à une appétence actuelle pour ce type d'esthétique, ces couleurs de la nature. Et là, le bois apporte une réponse très particulière, très mouvante, parce qu'il n'y a pas une couleur du bois, il y a une multitude de couleurs du bois, mais qui effectivement apporte cette texture, cette matière et cette variabilité très spécifique. Et donc, au-delà de cette physique de la matière, là je vous ai parlé effectivement de physique du bâtiment, de physique de la matière bois, mais il y a également une dimension physique avec la matière, ce que l'on peut faire avec cette matière bois. Ce que l'on peut faire, on peut le faire en architecture, comme vous le voyez là sur la photo. En fait, la manière de concevoir et de construire avec le matériau bois n'est pas tout à fait la même que la manière dont on construit avec des matériaux conventionnels. Et la plupart du temps, depuis quelques années, on aura tendance à laisser ces éléments de structure visibles et du coup, le jeu entre la lumière naturelle et ces couleurs du bois a quelque chose à dire également au sens de la vue et à ce que ça peut faire sur notre corps et notre esprit. De la même manière et au-delà de cette façon de concevoir et de construire et de concevoir les espaces également, cette matière bois est utile et utilisée, sa matière, ses textures et ses couleurs portent une identité bien particulière que l'on utilise également dans des domaines comme le design, en ergonomie, pour concevoir des produits. Et là, en l'occurrence, vous voyez sur cette image, on est sur une dimension de produits d'agencement. Où on va jouer à la fois sur cet aspect du bois et sur les couleurs du bois pour en plus jouer avec l'espace. L'espace et les volumes ayant eux-mêmes des choses à dire à notre sens de la vue. Donc maintenant, pour passer rapidement la parole à Florence Avia, j'aurais voulu vous parler quelques instants en fait de prendre tous ces éléments de ce que le bois et la vue du bois fait
au confort de l'occupant pour aborder cette notion de cadre de vie. Et vous faire part de ce slide en fait, qui nous a été présenté il y a une dizaine de jours dans un séminaire très intéressant qui s'appelait Architecture et santé, donc monté à la fois par des scientifiques, des médecins et les architectes de l'ENSA Montpellier. Et pourquoi ce slide? Tout simplement parce que précisément au cours de cette intervention, l'ENSA montrait l'importance du cadre de vie vis-à-vis de la notion de soin et à quel point ce cadre de vie était fondamental et la vue et les couleurs étaient également des éléments fondamentaux pour améliorer et rendre plus opérant le soin. Et pour exemple, ils ont illustré avec ce qu'on connaît tous, en fait, les sanatoriums qui, au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, ont été mis en place alors que l'on n'avait pas encore de médicaments pour soigner la tuberculose. Alors qu'est-ce que l'on a fait? On a envisagé un cadre bâti et un cadre de vie qui favorise effectivement un mieux-être et un confort qui permettent d'améliorer le soin. Et sur ce point, sur la manière dont un corps est capable de réagir vis-à-vis de ce cadre de vie, vis-à-vis de ce qu'il voit, vis-à-vis des couleurs, eh bien, il y a un certain nombre d'études que Florence va vous présenter maintenant. Oui, merci Claire. Alors, effectivement, la nature est vraiment partie prenante du cadre de vie et de la santé des usagers. Et c'est ce que l'on appelle la biophilie. Alors, la biophilie, c'est l'affinité innée de l'homme pour le vivant et les systèmes naturels. Elle a été énoncée en 1984 par un chercheur américain nommé Wilson. Ainsi, la biophilie a été reprise, a été intégrée dans le design, dans l'aménagement intérieur pour ses principes et ses notions par Kellert en 2008. Et il en a fait un axe un peu particulier qui est dédié aux soins que l'on appelle le RED, le Restorative Environment Design. Et alors, effectivement, ce RED, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir y mettre des couleurs, des formes, des sons, des odeurs qui rappellent la nature afin que le patient se sente plus sécurisé. Et effectivement, après, ça va jouer sur la manière d'appréhender la guérison et effectivement la maladie aussi, bien sûr. Et c'était vraiment très important pour Kellert d'avoir développé cet axe spécialisé au milieu et au lieu de soins, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous avez ici, pour exemple, une salle d'attente. Alors maintenant, excusez-moi. Maintenant, je vais effectivement aborder différentes études scientifiques et on va commencer par des études qui vont avoir pour objectif de démontrer l'influence de la nature sur les patients en milieu de soins. Donc, la première étude que je vais vous présenter ici a été décrite par Ulrich, qui est un chercheur américain en 1984. Donc, vous pouvez voir que ce n'est pas très récent. Donc, c'est quand même une discipline qui intéresse depuis très longtemps. Et cette étude, en fait, c'était évaluer l'influence de la vue de la nature en milieu hospitalier sur le bien-être des patients. Et pour cela, Ulrich a suivi des patients qui avaient une vue sur le parc de l'hôpital ou bien une vue sur les murs en briques de l'hôpital. Et en fait, ce qui leur ressort de cette étude, c'est que tous les patients qui avaient une chambre avec vue sur la nature diminuaient leur prise d'analgésique et également diminuaient le temps de séjour hospitalier. Une autre étude, là, on va être plus dans vraiment l'influence du matériau bois et notamment son influence sur l'augmentation de la qualité de sommeil. Ici, on va se retrouver en Autriche avec l'équipe de l'Institut Human Research qui, en 2010, a voulu évaluer l'influence du bois visible dans des salles de classe sur 52 élèves sur la récupération de ces élèves-là qui va être suivie pendant 24 heures. Donc, vous pouvez voir ici le dispositif qui a été utilisé. Donc, sur votre gauche, effectivement, une classe en bois où on voit énormément de quantité de bois visible, que ce soit du mobilier, les murs et également les plafonds. On est ici avec l'essence d'épicéa versus, sur votre droite, une classe traditionnelle. Et ce qui ressort de cette étude, c'est de ce suivi de fréquence cardiaque qui a été l'indicateur principal, où vous avez les barres d'histogramme en rouge qui démontrent une augmentation
de la fréquence cardiaque et les barres d'histogramme en bleu qui démontrent une diminution de la fréquence cardiaque de ces élèves. Et vous pouvez très vite voir qu'effectivement, les élèves qui ont passé une journée dans une classe où il y avait énormément de bois visible, dès 9 h du matin, eh bien, ils ont déjà une diminution de leur fréquence cardiaque avant ce que vous pouvez voir à 8 h lorsqu'ils sont arrivés à l'école. Et surtout, ce qui est important, c'est que cet effet est continu. C'est-à-dire que vous avez un effet de diminution de fréquence cardiaque même à 20 h quand ils ne sont plus dans leur classe, qui sont déjà rentrés chez eux. Et donc, on peut dire que jusqu'à, on va dire, 2 h du matin, il y a encore cet effet sur la qualité du sommeil de ces élèves. Maintenant, une autre étude où on va vraiment s'attarder sur le milieu de soins. Donc là, on va aller en Finlande, où en 2017, l'équipe de Kroniort a voulu évaluer l'influence de la vision du bois sur le confort et le bien-être des patients lorsqu'ils sont dans leur chambre, soit avec du bois visible, dans leur chambre, soit avec une photo de la nature ou bien une photo d'une œuvre d'art. Et là, il en ressort que lorsqu'on a du bois qui est visible dans sa chambre en hôpital, eh bien, ça diminue le ressenti de la douleur et ça diminue également le temps de séjour à l'hôpital. Donc, on a une amélioration du processus de guérison chez les patients. Alors maintenant, les 2 dernières études que je vais vous présenter, on va vraiment rentrer dans le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, donc qui est vraiment l'influence de la couleur. Et là, ça va être l'influence de la couleur des essences de bois que l'on va tester. Alors, ainsi, la première étude, qui est une grosse étude qui a été réalisée en 2019 par l'équipe de Poirier au Québec, où là, ils ont voulu évaluer les effets de différentes couleurs de bois, donc on va du très sombre au très clair, avec différentes finitions et aussi différentes proportions de bois. Donc, comme vous pouvez voir sur cette slide, l'équipe de Poirier a évalué 5 dispositifs. Donc, de A vers E, vous pouvez voir que l'on a rajouté au fur et à mesure des éléments plus sombres pour voir un peu la différence et ce que ça a engendré chez les sujets qui étaient testés. Ainsi, le principal résultat de cette étude, c'est que lorsque les sujets testés ont répondu ensuite au questionnaire où on leur demandait qu'est-ce que ça vous évoque, quels sont les mots que vous évoque tel ou tel dispositif, eh bien, on se rend compte que plus on a des éléments en bois clair qui sont présents dans la pièce, eh bien, plus les sujets vont utiliser des qualificatifs qui sont vraiment des qualificatifs synonymes de bien-être et de confort. La dernière étude, c'est une étude faite en Chine en 2017, où là, l'objectif, c'était de voir l'influence de la couleur de l'essence in situ au niveau du stress des sujets qui étaient testés. Alors, le dispositif, pour le dispositif, on avait une essence plutôt foncée que vous pouvez voir sur votre gauche versus une essence plutôt claire sur votre droite. Les principaux résultats, c'était que les sujets qui étaient dans la pièce où on avait 50% de bois clair avec 50% de murs peints en blanc, eh bien, étaient les sujets sur lesquels on avait une diminution du stress réellement significative. C'est la courbe en bleu que vous avez sur ce graphe. Alors aujourd'hui, excusez-moi. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a des données sur l'influence de la couleur du matériau bois sur l'usager qui ont été mesurées et objectivées. Néanmoins, Impact, qui est donc un projet de recherche et de développement, est toujours dans sa phase, comme on dit, work in progress, parce qu'effectivement, il y a tout un champ de découvertes immenses à investiguer. Et pour cela, on va appeler à ce qui est un dialogue, comme le disait Élodie et Claire au départ, de toutes les compétences pour qu'on puisse contribuer à un cadre de vie qui fait du bien lorsque l'on est dans un bâtiment en bois extérieur ou en bois en intérieur. Donc, je repasse la parole à Élodie pour la conclusion sur cette présentation. Merci. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Florence. Alors ce qui est hyper intéressant quand on
quand on est designer couleur et quand on a la chance de rejoindre cette recherche, c'est d'ouvrir le débat à tout ce que ça pose comme question. J'imagine que ça crée la même réaction et le même enthousiasme chez vous, de questions de quel est l'impact de la couleur du bois, de l'impact de la couleur naturelle de cette matière sur l'utilisateur. Est-ce qu'un bois très clair va avoir le même impact qu'un bois, alors on l'a vu qu'entre le bois clair et le bois foncé, mais même sur un bois clair, entre un bois très blanchi et un bois plus jauni, quels sont les bénéfices? Est-ce que si c'est sur cette question de la naturalité de la couleur, qu'en est-il exactement? Est-ce que si on teinte le bois avec des teintures naturelles ou végétales, est-ce qu'on conserve ce bénéfice et cette question de naturalité? Est-ce que si on recouvre le bois d'une lasure qui laisse transparaître malgré tout sa matière, on a le même niveau de bénéfice? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui s'ouvrent sur ce sujet et qui sont très intéressantes et ambitieuses pour le travail de la couleur et le travail de la matière et son intégration dans les environnements de demain. Avant de repasser je repasse la parole à Marion. Juste si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets dans quelques secondes l'intégralité des contacts de Florence, de Claire et de moi-même dans la box de chat. Bonne journée à tous. Merci. Merci Elodie, merci Claire et merci Florence. Tout d'abord, je vous rappelle, il y a déjà une première question qui a été posée, mais n'hésitez pas à en poser d'autres dans la box Q&R que vous trouvez au bas de votre écran. Évidemment, vous pouvez aussi voter pour des questions qui ont déjà été posées. Ça les fait remonter et donc on les posera en priorité. Alors, pour poursuivre du coup notre découverte des possibles bienfaits des couleurs et matières de l'environnement du soin, je vais donner la parole à Isabelle Rodier, qui est designer et enseignante. Et Isabelle va vous présenter la mise en couleur d'un établissement d'accueil de personnes souffrant de différents handicaps. Isabelle, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Donc, je remercie beaucoup le réseau Colors the Life de me permettre de présenter ce projet que j'aime beaucoup et qui me tient vraiment à cœur. Donc, avant de commencer à vous présenter, à faire cette petite présentation, je me présente rapidement. Donc, moi, je viens vraiment du monde du textile. J'ai travaillé pendant pas mal d'années à dessiner, créer des tissus, plutôt dans le domaine de la maison. Et d'abord dans un contexte d'une marque que j'ai co-créée, et puis ensuite en direction artistique avec une équipe de gens autour de moi. La couleur par le textile, c'est sans arrêt équilibré, sans arrêt, comment dire, oui, trouver les équilibres, la relativité de la couleur en permanence. Et donc, on finit par domestiquer un tout petit peu ce langage. Et puis, très naturellement, j'ai été sollicitée pour travailler sur de l'espace et j'y ai trouvé vraiment beaucoup de résonance et beaucoup de plaisir. Donc, pour parler un peu du bénéfice de la couleur, j'ai eu envie de m'appuyer sur un exemple de travaux que j'ai faits. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait, dès l'origine, c'est un contexte où j'ai pu travailler avec une partie majoritaire des futurs usagers, travailler sur leurs attentes. Et c'était en fait dans le cadre de ce foyer d'accueil médicalisé, une association de parents de ces jeunes qui allaient vivre dans ce centre. Donc, ça se situe à Vaucresson, ce foyer d'accueil médicalisé qui s'appelle La Maison en Plus, est à destination de jeunes hommes et femmes. La moyenne d'âge est à environ 25 ans quand ils sont entrés. Bon, maintenant, comme il a déjà quelques années, ils ont tous un peu vieilli. Et le projet était basé sur la mixité du handicap. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des polyhandicapés que des adultes soumis aux troubles autistiques. Pas trop lourd, mais quand même. Et c'est donc leur maison, c'est devenu leur maison. Ils y vivent toute l'année. Donc, c'est une opération qui était un petit peu compliquée dans son montage
C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des organismes publics et puis donc qui a donné lieu à un concours avec une agence d'architecture qui a été sélectionnée. Et en même temps, en partie prenante et tout le projet émanait d'une association de parents qui ont travaillé sur ce sujet pendant plus de 10 ans pour arriver à le faire sortir de terre et à le faire exister. Et c'est eux qui ont eu en fait le souhait de me confier cette mission couleur. D'abord parce que j'avais travaillé pour un projet précédent pour eux, l'endroit où leurs enfants passaient leur journée, c'était un IME. Et donc ils avaient pu mesurer à quel point la couleur a influé sur le cadre de vie de l'ensemble du personnel et des enfants à ce moment-là. Et donc, ils avaient envie de me confier cette mission. Donc, on a beaucoup travaillé en amont, on a visité des lieux, on a essayé d'approfondir quel était le projet et quelle était leur demande avant de rentrer vraiment dans le sujet. Mais donc, la particularité, c'est qu'ils ont enlevé la mission couleur à l'agence d'architecture qui avait été sélectionnée et qui était spécialisée dans les EHPAD, et de me la confier, ainsi qu'à une autre agence qui était aussi missionnée par l'association. Donc, c'était un contexte un petit peu compliqué, particulier, parce qu'il y avait, ça tirait un petit peu de tous les côtés au niveau des intérêts. Mais on a très bien réussi à travailler. Donc, la demande de ces familles était basée sur le fait que c'était vraiment un acquis, que le cadre de vie avait un impact sur le moral et même sur la santé de leurs enfants, de leurs jeunes. Et en plus, voilà, c'était un grand saut, c'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes allaient quitter le milieu familial et de manière assez définitive, quitter leur lieu de vie, même s'ils avaient été la journée dans des IME, là, ça allait devenir leur maison. Donc, il y avait à la fois une forte appréhension des familles, bon, des jeunes non, mais des familles certainement. Donc, ils étaient très investis dans le projet. Et en même temps, ils avaient aussi envie de signifier au personnel qui font un travail assez dur et qui est souvent mal considéré socialement, ils avaient envie de leur témoigner une grande considération. Donc, il y avait vraiment beaucoup des demandes qui étaient très mêlées à ce niveau-là. Alors, au niveau des solutions adoptées, je me suis vraiment servi de la couleur comme outil de structuration de l'espace et de hiérarchisation. Vraiment, je me suis servi de la couleur comme une aide à la lecture et à la compréhension. Donc, le premier principe, c'est que j'ai choisi une couleur de sol par étage pour ne pas morceler, pour assurer la fluidité par étage, par le sol. Donc, les harmonies se sont construites autour de ça. Chaque étage avait des harmonies particulières. Voilà, à partir de la couleur du sol. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas trop d'a priori et de rigidité dans la couleur. Je me suis permise aussi bien des couleurs, des déclinaisons autour de couleurs saturées, des plus neutres, des foncés, des pastels, suivant les espaces et les usages. Je suis restée assez variée. Parfois, voilà, les contrastes sont utilisés, parfois pour envelopper, pour réconforter. Là, ici, dans le cadre d'une chambre au rez-de-chaussée, ce sont des espaces communs, mais c'est une chambre médicale. Voilà, donc voilà, parfois c'est plutôt enveloppant, parfois ça doit guider, ça doit dynamiser, ça doit égayer. C'est un peu différent suivant les usages. Donc, quand on arrive au premier étage, on est à l'étage du polyhandicap. Là, les sols sont bleu-gris. Il y a 2 unités de vie par étage de 7 jeunes chacune, et chacune a son harmonie. Donc, elles se retrouvent dans les couloirs, dans les circulations, mais aussi dans ces salles de vie qui sont appelées salles de vie, qui sont un peu vraiment des pièces à vivre, où il y a beaucoup d'activités, il y a les télévisions, il y a la musique, ils y prennent leur petit repas. Donc, chaque unité de vie a une harmonie et donc une salle de vie avec une harmonie différente.
Quand on arrive au deuxième étage, on est à l'étage de l'autisme. Le sol est mauve grisé. Et là, vous voyez, on est dans une sortie d'ascenseur et c'est une harmonie qui peut paraître un peu surprenante pour un étage d'autisme. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé avec les familles, donc, et mes a priori sont vraiment tous tombés. Cette demande de couleurs très gaies, très joyeuses, avec des couleurs saturées, était complètement assumée par les familles, en me disant que les enfants et les jeunes avaient beaucoup plus peur du blanc et des blouses blanches et de tout ce qui pouvait rappeler le soin et les traumatismes liés à l'hôpital. Donc, ils étaient très rassurés par cette ambiance colorée forte. Ce sont des espaces qui sont souvent encombrés à l'usage avec du matériel, des affiches, etc. Donc, j'ai vraiment privilégié la lecture par plan coloré. C'est-à-dire que, voilà, vraiment, essayer de garder une sorte d'uniformité colorée par plan. Et on va le retrouver sur d'autres contraintes que je vais développer après. Parce que, voilà, vous le voyez, à l'usage, tout ça, voilà, il s'y passe plein de choses. Donc, moi, j'ai à la base essayé de donner des plans colorés relativement simples. Quand on arrive au troisième étage, c'est un étage d'activité, donc nouvelle dominante à partir d'un nouveau sol. Et donc, ça donne lieu à des nouvelles harmonies qui sont déclinées souvent suivant les usages. Donc, effectivement, là, on est dans une salle d'art plastique, on est un petit peu léger. Quand on est dans une salle, par exemple, d'apprentissage, là, la couleur se fait extrêmement discrète. La concentration est privilégiée. Donc, voilà, on est dans des harmonies assez sobres. Et puis, parallèlement, quand on est dans une salle là, qui s'appelle l'Atelier des saveurs, c'est un endroit où les familles ils sont beaucoup pour faire même des repas familiaux. Donc là, la couleur va plutôt être appétissante ou gaie, ou plutôt dans cet esprit. Alors, le deuxième principe, on va dire, ou la deuxième chose que je me suis donnée à la demande des familles, c'était d'éviter les codes des institutions, d'être plutôt dans des codes domestiques. Et là, dans l'entrée, tout de suite, l'idée, c'était d'accueillir et d'affirmer un petit peu la singularité du projet et de casser directement les codes ou les attentes qui sont liées au handicap. Donc, quand on rentre dans un foyer pour handicapés, on s'attend à avoir un certain nombre de codes. Et l'idée, c'était justement de dire, non, on n'est pas dans ces codes-là. Donc, il y avait une énorme contrainte pour arriver à répondre à ça. C'est tout de suite la lecture des protections de bas de mur, et qui sont très typiques des hôpitaux et de tous ces lieux où il y a des fauteuils roulants. Donc, il faut protéger les bas de mur des chocs qui sont liés au fauteuil et aussi des mains courantes. Tout ça, ça signe directement un espace lié aux soins. Et l'idée, c'était d'arriver à essayer de gommer ça au maximum et d'absorber un petit peu cette couleur de protection de bas de mur dans la couleur du mur. Ça, c'était vraiment une contrainte que je me suis donnée, qui me paraissait extrêmement importante. Bon, il s'avère que cette contrainte est un peu complexe parce qu'on est lié aux gammes colorées des fabricants de ces protections de bas de mur, qui sont des matériaux dont la couleur est intrinsèque, couleur compacte. Et là, on est un petit peu dépendant des couleurs des fabricants. Donc là, je fais un petit aparté pour dire qu'au niveau du mobilier aussi, on a essayé d'avoir des touches domestiques, d'être un petit peu moins médicalisé. Alors, voilà, cette contrainte de ne pas couper les murs en couleur et de favoriser la spatialisation des jeunes dans l'espace en donnant des couleurs de murs qui soient homogènes,
ça a nécessité d'une part cette contrainte des protections anti-choc de bas de mur et aussi celle des portes qui, elles, sont stratifiées, toujours pareil parce qu'il faut qu'elles soient résistantes au choc. Et donc, d'un seul coup, je me suis donné la contrainte d'harmoniser les protections de bas de mur, les couleurs de stratifié, les couleurs de mur, et puis souvent, on va le voir après, la couleur du mobilier aussi. Et ça s'est avéré relativement compliqué. Donc, au début, j'ai en fait décidé de prendre un matériau qui n'était pas du tout destiné aux protections anti-choc de bas de mur, qui est un caoutchouc pleine masse qui avait une très belle gamme de couleurs. Et bon, il s'est avéré que cette société a déposé le bilan au moment de construire. Donc, c'était voilà, une petite anecdote un peu complexe, mais voilà, avec lequel on a fait. Donc, voilà, là, on voit aussi d'ailleurs très nettement sur la photo des raccords et des choses un peu compliquées. Mais donc, toute l'harmonie enfin, générale du bâtiment s'est construite dans la manipulation et disons, un cahier des charges un petit peu sérieux que je me suis fixé, qui était de travailler avec cette harmonisation de stratifié, protection murale, couleur de peinture, ça c'est pas le plus compliqué, et mobilier par la suite. Donc on voit en se promenant dans les couloirs que cette structuration par plan coloré pourra livrer des choses le plus uniformes possible, même avec des petites ponctuelles de temps en temps, mais était une manière d'apporter un petit peu de calme visuel quand ces espaces sont souvent très encombrés de fauteuils, d'accessoires multiples, de choses un petit peu dans cet esprit. Donc, je reviens juste sur un petit marché. J'ai choisi des sols caoutchouc qui absorbent mieux la sonorité après avoir demandé une étude acoustique parce que effectivement, il y a une difficulté d'absorption des sons un peu importante dans ces lieux-là. Alors, dans cette idée d'intégrer et d'avoir des plans colorés relativement simples, le mobilier a été choisi, la couleur du mobilier en stratifié a souvent été effectivement choisie en harmonie pour qu'elle ne ressorte pas, mais aussi le mobilier mobile. Donc, c'est un projet qui s'est porté assez loin, donc en amont, comme je vous l'ai dit, dans la réflexion, et puis en aval assez loin pour travailler avec les fabricants de mobilier qui sont parfois du mobilier médical un peu spécifique, mais pour arriver à ce que ce mobilier ne ressorte pas trop, s'intègre le mieux possible aux espaces. Donc, dans les plans comme ça de murs, effectivement, j'ai travaillé avec cette agence, l'agence Zélé, qui m'a permis de dessiner, eux, ils dessinaient tout ce mobilier fixe et de le travailler en fonction des usages, en kinésithérapie, et déjà réfléchir à ce qui allait être les tapis de sol, les ballons, et faire construire les harmonies un petit peu tout de suite dans ce souci. Donc, on voit effectivement qu'on a pu aller assez loin dans les détails pour cette intégration maximum. Donc, voilà, l'idée, c'était que le regard puisse trouver un petit peu de calme au niveau de la couleur même et des harmonies. Voilà, il y a des saturations, des ponctuels, mais il y a aussi souvent une couleur qui est un petit peu retenue pour essayer de ne pas avoir trop d'agressivité. Et là, on comprend assez facilement dans ce type de pièce le souci d'intégration du mobilier dans sa couleur pour avoir une lecture des plans qui soit assez simple.
Alors, au niveau des chambres, c'est pareil. L'idée, c'était de travailler la singularité, de pouvoir donner la sensation que chacun avait une chambre unique. En fait, en réalité, il y a 4 modèles possibles de chambres, parce que il y avait déjà beaucoup de couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc, par exemple, à l'étage du polyhandicap, il y avait 3 harmonies qui se sont déclinées dans 14 chambres, mais qui donnaient quand même l'impression à chaque jeune d'avoir un peu sa chambre. Et en fait, on retrouve ces mêmes harmonies, on n'en rajoute qu'une seule, mais qui fonctionnait avec les couleurs de sol du 2e étage pour pouvoir permettre, pareil, au 2e étage, à l'étage des autismes, d'avoir 3 harmonies qui se déclinent en 14 chambres. Donc, c'était une petite jonglerie comme ça pour que ça fonctionne aussi avec les couleurs de sol différentes. Et donc, on voit que après, l'idée, c'était que chaque famille puisse s'approprier un petit peu les chambres, amener ses draps, investir l'harmonie colorée. Donc, les familles pouvaient choisir la couleur qu'ils voulaient pour la chambre de leur enfant. Voilà, c'était une façon de rentrer un petit peu dans la personnalisation de chaque espace. De la même manière, effectivement, on a essayé de donner un petit peu détourner un petit peu le côté du matériel médical, souvent très présent. Et donc là, la demande était d'avoir des salles de bain qui soient collectives, qui soient un petit peu genrées. Donc ça, c'est celle pour les garçons. Ce n'est pas un moment qui est très apprécié, un petit peu difficile. Donc c'était d'en faire des moments un peu plus gais. Donc voilà la proposition là, la salle de bain collective garçons, filles, un petit peu pétillante pour que ce moment soit... Et puis faire un petit peu oublier ces accessoires très médicaux. Voilà, donc en conclusion de ce beau projet qui s'est mené sur une longue période, alors effectivement, le seul but était de rendre agréable et rassurant ces espaces. Et bon, le retour a été extrêmement positif. D'une part, de la part des familles, bon, ça c'est la première chose puisque c'était le but majeur, et puis aussi beaucoup le personnel qui se sont sentis effectivement assez valorisés d'arriver dans ce lieu un petit peu différent, un petit peu unique. Les familles et les jeunes se sont tout à fait appropriés le lieu. C'est un lieu où les familles viennent beaucoup, participent énormément, ils viennent passer des moments, ils viennent passer des journées. Ils avaient envie de s'y sentir bien ensemble. Donc là, il y a eu un élan assez positif de cette envie de partager ce lieu ensemble. Et effectivement, bien sûr, j'ai envie de dire que c'est une expérience assez rare quand même de pouvoir avoir cette collaboration et cette relation de confiance, parce qu'effectivement, ça a été un parcours assez joli, c'est-à-dire que parfois, j'ai proposé des choses qui étaient un peu surprenantes, mais ils ont eu vraiment envie de me faire confiance, et parfois j'ai entendu cette phrase, bon, là tout de suite, je ne comprends pas très bien, mais je suis sûre que je vais comprendre dans le temps. C'est-à-dire que des fois, les uns et les autres, ils avaient des petits freins personnels, sur des harmonies qui pouvaient les surprendre, mais ils se disaient, bon, il y a une cohérence générale, on y va, on plonge, et voilà. Et au final, c'est cette magnifique confiance qui fait que, voilà, on peut manipuler ce langage de la couleur de cette façon-là, et avoir ce cadre de vie qui s'avère être un cadre de vie plutôt agréable. Voilà pour la présentation de ce foyer d'accueil médicalisé. Donc, je vais peut-être... Merci Isabelle. Nous allons pouvoir passer à vos questions, et vous n'hésitez pas à en poser d'autres si
si vous le souhaitez. Donc, je vais commencer. Alors, c'est au sujet du projet Impact, une question de Claire. Est-ce que la teinte du bois, qu'elle soit claire ou foncée, on a vu que c'était influent, mais qu'en est-il des différentes essences de bois claires, par exemple? Je pense. Merci Claire pour la question. Alors effectivement, on n'en est pas encore. Alors déjà, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le bois, dans les projets de recherche bois, avec Claire Leloy, on a quand même vu une certaine proportion de la culture, enfin une certaine proportion de, comment dire, d'influence de la culture sur la manière que l'on a d'aborder le bois, de le mettre dans nos intérieurs, en façade ou d'en faire également des bâtiments en structure bois. Et donc, ces histoires de couleurs de bois aussi vont différer dans les études selon les pays qui vont réaliser les études. Ainsi, au Japon, on va se retrouver sur du cèdre qui est assez, qui est couleur assez foncée. Et dans les pays nordiques, effectivement, donc la Finlande et l'Autriche, bon, c'est pas nordique, mais c'est européen, c'est effectivement des essences de bois plus claires, mais on n'a pas encore des études comparatives comme ça, d'essences claires entre elles. Mais dans tous les cas, avec Claire, ce que l'on pense, c'est qu'effectivement, il va y avoir des différences. Alors, pas forcément que la couleur, mais les essences, après, ont des profils chimiques différentes avec des molécules odorantes différentes qui ont, on le sait, des influences sur la santé des usagers. On va avoir la texture aussi, qui va pouvoir sûrement avoir une influence sur les différents usagers, que l'on soit en milieu hospitalier ou dans d'autres milieux avec des populations dites sensibles, comme des crèches, par exemple. Claire, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est très bien. C'est bien. Oui, dans la même idée toujours, il y avait, alors est-ce qu'en particulier, il y a pour les personnes âgées dépendantes type Alzheimer des essences de bois à privilégier? Et je vais rajouter aussi la question de l'or. Est-ce que vous avez pu tester, comparer les effets de l'aspect bois? Donc quand on parle de stratifié, sol souple, etc., sans que ce soit un véritable bois naturel. Est-ce que les résultats sont différents? Donc, pour les personnes âgées dépendantes en particulier, et aussi donc, les imitations bois, on va dire. Alors, je commence par la première question pour répondre tout de suite, et ça fait écho à ce que vient de dire Florence, en fait. C'est-à-dire que y a-t-il des essences bois à privilégier? À ce jour, on n'en est pas à faire des recommandations aussi précises parce que ce travail est assez dantesque. On a des pistes, en fait, des pistes de réponse. En revanche, effectivement, ce qui vient d'être dit est déjà le début de la réponse, dans le sens où il y aura sans aucun doute, en fonction comment dire, du terreau culturel, certaines essences et du fait de leur couleur notamment, qui seront plus apaisantes que d'autres en termes d'ambiance pour ces personnes-là et qui contribueront à les apaiser. Et il ne faut pas également perdre de vue cette dimension chimique. Car chaque essence a effectivement un profil chimique particulier. Il y a tellement d'essences qu'il y a énormément de travaux à mener, et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on sait tout sur tout. D'ailleurs, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais en revanche, on sait d'ores et déjà que certaines essences, par exemple, Florence parlait du cèdre, certaines essences ont effectivement, comment dire, émanent des molécules avec des effets antalgiques. Il n'est pas à exclure que l'on découvre, à brève échéance, je l'espère, des molécules qui permettent d'accentuer cet effet d'apaisement qui pourrait accompagner des personnes avec Alzheimer, par exemple. Pour la seconde question, est-ce que vous pouvez juste me la rappeler? Oui, c'était la différence entre le bois lui-même, le vrai bois, et du faux bois. Oui, il y a effectivement eu, je peux répondre direct et ça va aller très vite, des travaux pour comparer ça. Et effectivement, l'imitation bois, la vue du bois a quelque chose d'intéressant, et c'est pas anodin, mais précisément parce que les effets du bois sont multifactoriels et multisensoriels, le bois finit régulièrement le premier. Voilà. Merci. Il y a encore une question pour vous de la part de Philippe. Auriez-vous connaissance de l'existence d'un inventaire équivalent au Wood Book américain pour les essences européennes?
Oui, j'ai vu cette question. Une réponse en 2 temps. Il y a effectivement des travaux d'inventaire divers et variés. Je me souviens déjà, il y a une quinzaine d'années, je tombais régulièrement sur des gens qui commercialisaient des mallettes d'échantillons. Ça a quelque chose d'intéressant pour votre profession, je pense notamment en termes de couleurs. Il y a des organisations comme le CNDB, qui effectivement font des fiches pour déterminer des profils par essence. En revanche, je rajoute juste un petit hic. Tout dépend du prisme du profilage, en fait. Il y a un profilage du point de vue de la sylviculture, un profilage du point de vue des caractéristiques pour les bois de structure. Il va y avoir un profilage, je l'espère un jour, chimique. Voilà, tous ces angles de vue sont différents et en fait, ces compétences dialoguent peu. Donc, on n'a pas de profilage complet, exhaustif. En revanche, une piste intéressante, c'est que je sais que le CNRS travaille ardemment sur la caractérisation des essences françaises et européennes. Monsieur Griot, il me semble. Ouais, il y a également l'Institut de recherche, le CIRAD, qui édite des fiches sur différentes essences de bois. Et ils sont plutôt spécialisés, il me semble, sur les bois tropicaux. Tropicaux, tout à fait. Et le LERMAB, avec qui on est en lien, fait, je pense, également un inventaire. Voilà, on vous a donné quelques pistes. Merci. On va terminer avec une dernière question, parce qu'on devrait conclure, mais quand même pour Isabelle. Quelle différence faites-vous avec les approches que vous avez pu avoir dans les hôpitaux? Alors, au niveau, la différence qu'on pourrait dire, c'est que dans les expériences que j'ai eues dans les hôpitaux, souvent, en fait, comme ce n'était pas en amont à la construction d'un hôpital, c'est plutôt de la réhabilitation. Et en fait, c'est très compliqué de pouvoir avoir une vision globale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va préconiser des couleurs ou des matériaux pour les chambres ou les circulations, mais ensuite, c'est un autre service qui va s'occuper du mobilier et à ce moment-là, ça va être très difficile d'avoir la même cohérence. Ensuite, là, le fait de travailler avec les familles, en fait, c'est travailler avec une part des futurs usagers par presque la même chose. Et donc, en fait, on peut vraiment, là, c'est la possibilité de pouvoir travailler vraiment sur les attentes précises. Souvent, il y a des intermédiaires dans les hôpitaux qui ont plutôt des souhaits qui vont être techniques et on ne passe, à mon sens, pas toujours assez de temps avec vraiment les usagers ou même les soignants pour arriver à comprendre ce dont ils ont envie en fonction des pathologies et des services, etc. Merci beaucoup. Donc, on va conclure, on arrive à la fin. Donc, merci à toutes pour vos présentations. Un petit mot de conclusion avec Fausto. Désolé. Merci beaucoup à vous tous. En fait, vous allez pouvoir, si vous l'avez manqué ou si vous souhaitez les partager, retrouver ces lives en replay sur la chaîne YouTube de Cactus et sur le site de Color de Life prochainement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Et puis, une petite pause. Le prochain webinaire aura lieu le 18 mai seulement. Donc, on retrouvera 2 designers qui présenteront les solutions qu'ils ont développées pour que les daltoniens puissent bénéficier aussi de la couleur. Alors, attention parce que ce webinaire sera en anglais. Ce sera le seul. Et en attendant, vous pouvez suivre l'Instagram de Color de Life Network pour pouvoir avoir d'autres contenus. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.